Ça fait presque 10 mois que j'ai commencé ma chaîne YouTube et depuis la qualité de mes vidéos a bien évolué, sauf mes miniatures qui sont toujours pas fantastiques, j'avoue. Enfin bon, depuis quelques mois, comme vous pouvez le remarquer, je parle d'animation, or le début de ma chaîne était plutôt orienté manga, et aujourd'hui j'avais très envie de revenir aux sources. Donc voilà, bonjour et bienvenue sur Focus On, une chronique qui a pour but de vous retracer l'évolution du style graphique et narratif d'un auteur particulier, et vous donner peut-être envie de se pencher un peu plus sur ses œuvres. J'avais déjà sorti 3 vidéos dans cette chronique, mais je suis consciente que le résultat est atroce, et qu'aujourd'hui je suis incapable de me regarder tellement j'ai honte, et j'ai envie de me dégommer la tête à grands coups de pelle. Réaliser un reboot de cette chronique me semble donc important en me basant sur un concept de mise en image différent, car je n'ai pas vraiment envie ici de mettre ma tête face cam. Je sais, c'est chiant, mais la raison est que filmer chez moi relève d'un miracle. Parce que déjà j'habite en coloc, donc il faut que j'attende que mes chers petits camarades ne soient pas là afin d'éviter tout bruit parasite, qu'ensuite dans ma chambre la luminosité n'est vraiment pas tip top, et que j'ai pas les moyens d'investir dans des projets, et enfin dernièrement, j'habite dans un endroit où le microclimat nous apporte quotidiennement de la pluie et du mauvais temps, tambourinant allègrement sur mon Velux. Coco combo! Mauvaise luminosité et bruit parasite, yes! Enfin du coup, voilà. Ici, vous devrez vous contenter de ma voix. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout faire pour rendre le tout dynamique. Sur ce, c'est parti pour le premier épisode de cette chronique reboostée où j'ai décidé de vous parler d'un mangaka qui a marqué mon enfance, Hiroyuki Takei. Il a commencé sa carrière comme beaucoup en dessinant dans un fanzine. Son talent va être rapidement remarqué et il va se retrouver dans les années 90 assistant des mangakas Nobuhiro Watsuki et Takahashi Sakura. Mais c'est en 1989 que débute sa carrière en tant que mangaka, en publiant son premier manga, Butsu Zone. Mais au bout de 3 tomes, la série s'arrête, faute de trouver un public intéressé. Et c'est en 1998 que sa carrière va vraiment décoller, car il va publier sa série majeure, Shaman King. Le succès est total, et en 2001, une adaptation animée voit le jour, et celle-ci va être même traduite pour l'Occident. Cette vidéo tournera donc autour de ce manga, car même si dans cette chronique je veux me pencher sur l'ensemble des œuvres d'un auteur, pour Hiroyuki Takei, Shaman King est une œuvre qui a aussi bien transporté les lecteurs que l'auteur, et c'est pour cela qu'il n'a jamais vraiment réussi à la laisser tomber. Je suis consciente que c'est un manga relativement ancien, et que les petits jeunes n'en auront peut-être pas forcément entendu parler. Donc, je vais faire un petit résumé rapide de l'histoire. Celle-ci commence avec Manta, un lycéen haut comme 3 pommes et très froussard. Il est en retard pour ses cours du soir, et il décide donc de prendre un raccourci en traversant un cimetière. C'est dans ce lieu lugubre et macabre qu'il va alors faire la rencontre d'un garçon assez étrange qui lui propose en souriant de venir contempler la lune avec ses amis les fantômes. Autant vous dire que Manta décline gentiment son offre en partant en hurlant. Ah putain, c'est qui ce malade? Le lendemain, encore traumatisé, il tente de raconter cette histoire à ses camarades de classe, mais ça n'a pour seul effet que de provoquer leur moquerie. Et c'est à ce moment que le garçon qu'il a rencontré la veille va faire son apparition dans la classe. C'est un nouvel élève qui vient d'être transféré pour venir étudier à Tokyo. Manta découvre donc l'identité du garçon étrange qui n'est autre que Yo Asakura. Il profite de ce hasard pour lui demander devant toute la classe si les fantômes existent bel et bien. Yo va répondre par un simple nom et partir s'asseoir à sa place. Vexé par ses camarades mais encore plus par la réponse de Yo, Manta décide de le suivre après les cours pour découvrir son secret. Mais pas très discret, il se fait repérer rapidement. Au lieu de se fâcher, Yo lui explique calmement qu'il est un chaman et que c'est donc pour cela qu'il est capable de voir, de parler et d'interagir avec les esprits, et qu'il est désolé pour l'incident survenu un peu plus tôt. Et c'est ainsi que va naître une amitié entre Yo et Manta. On va découvrir que Yo est un garçon posé, très calme, voire trop calme à certains moments, qu'il a une nature plutôt pacifiste, mais qu'il ne supporte pas, comme tous les héros de shonen, de voir ses amis se faire maltraiter sous ses yeux. C'est donc pour cela que suite à quelques péripéties, Yo va être obligé de prendre la défense de Manta face à une bande de yakuza bien décidée à lui péter la gueule. Lors de cet affrontement, on va découvrir pour la première fois l'étendue des pouvoirs d'un chaman. Yo va faire appel à Amidamaru, l'esprit d'un guerrier samouraï sanguinaire vieux de 600 ans, et va alors fusionner avec. C'est-à-dire qu'il va laisser à Amidamaru son corps pour qu'il puisse leur foutre une raclée. Après cette rapide introduction au monde des chamans, Amidamaru va accepter de devenir le compagnon d'armes de Yo. Et pendant les 2 premiers tomes, on va avoir le droit à des courts chapitres montrant que les esprits sont nos amis, il faut les aimer aussi. Mais rassurez-vous, à partir du tome 3, les choses sérieuses commencent réellement. On va apprendre le début du grand tournoi des chamans par le passage d'une énorme comète faisant le tour de la Terre afin d'avertir les chamans du monde entier. Le but de ce tournoi est d'organiser différentes épreuves et combats afin de déterminer celui ou celle qui est fait pour être le ou la Shaman King et qui va être en charge de l'équilibre du monde.
Vous vous en doutez, le but de Yo est de devenir Shaman King. Pour pouvoir réaliser son rêve, il va d'abord devoir se qualifier. Et pour cela, il devra être capable de maîtriser une nouvelle technique de combat, le Furyoku. Elle consiste à impliquer, le temps d'un combat, son esprit dans un objet. Cela permet au chaman de rester maître de son corps, tout en tirant pleinement profit des pouvoirs de son esprit. Plus la relation, la coordination et donc la confiance entre l'esprit et le chaman est forte, plus le Furyoku est puissant, et peut donc se matérialiser sous des formes bien différentes et de plus en plus imposantes. Shaman King est donc un shonen classique, répondant parfaitement au cahier des charges du magazine Jump. Et pour moi, la qualité d'un manga de ce type se juge sur différents critères. Le premier, la qualité de l'histoire et le pourquoi les héros se battent. Dans ce manga, le but est clairement défini. Yo veut devenir Shaman King pour réaliser son rêve. D'ailleurs, pour ceux qui ont lu la série, son rêve m'a fait bien rire, car il est à des années-lumière de ce que j'attendais de la part d'un auteur japonais complètement voué au travail et pour qui l'individualisme existe peu. Deuxièmement, la qualité de l'histoire se juge aussi par les personnages principaux, en particulier leur chara-design, leur passé et leur diversité. Et ici, on est bien servi. Déjà, le héros de la série, Yo. Il est différent de tous les héros de shonen de baston classique. Certes, il est souriant, il croit à fond au pouvoir de l'amitié, et il renferme un pouvoir incroyable. Mais Yo ne semble jamais impliqué dans ce qu'il fait. Il ne prend rien au sérieux, il est zen, et c'est ce qui lui donne un charisme indéniable. En revanche, pour Manta, bien que ce soit par lui qu'on est amené à découvrir le monde des chamans, son charisme est aussi développé que celui d'une moule en train de pourrir, car il n'est rien d'autre qu'un humain froussard, sans pouvoir. Du coup, je ne sais pas pourquoi, mais je l'aime bien quand même, comme perso. Peut-être parce que c'est le seul de l'histoire qui ne possède pas vraiment de pouvoir, et qui donc est un peu jaloux des autres, qui peuvent ne pas se préoccuper de la vie réelle, et vivre comme bon leur semble. Dans un sens, ce que ressent Manta, c'était un peu ce que je ressentais quand j'étais gosse, et que je rêvais de partir à la chasse aux Pokémon, ou d'être une Super Saiyan. Et en parlant de Super Saiyan, dans cette série, le personnage de Ren est pour moi le Vegeta de Yo. En gros, c'est le mec froid, ennemi au départ, qui se révèle posséder un fond gentil, mais qu'évidemment il se force de cacher, et qui, finalement, va être amené à rejoindre la bande du héros. Bande qui va se constituer au cours des 10 premiers tomes. On va donc pouvoir y retrouver des personnages comme Ororo, qui est frais et rafraîchissant, et Ryo. Ils forment les deux comiques reliefs principaux, Ororo en étant juste débile, et Ryo en étant atteint de la même maladie que Pierre. Mais là où les yeux de Pierre se transforment en cœur dès qu'il croise une jolie fille, c'est la banane de Ryo qui se transforme en cœur. Et je parle de ses cheveux, hein. Au fur et à mesure que le manga avance, Ororo va laisser sa place de comic relief à Chocolove. D'ailleurs, je trouve ça très cool d'avoir mis un perso noir dans un manga, parce qu'on peut pas dire qu'ils soient très nombreux, même si son chara-design, pour le coup, fait extrêmement cliché. Enfin, c'est toujours pas pire que Monsieur Popo. Chara-design raciste. Dans la bande, on va aussi retrouver Lizurg, qui est le petit mignon intouchable, ayant un petit côté chanteur de K-pop sur les bords. Et comme si la panoplie de personnages principaux n'était pas suffisante dans ce manga, la particularité c'est que les esprits de chaque personnage peuvent eux aussi être considérés comme des personnages principaux, et certains sont d'ailleurs très intéressants. Prenons par exemple l'opposition de Yo et de Ren, qui se retrouvent aussi chez leur fantôme, car Amidamaru est un samouraï alors que Bazon est un guerrier chinois. Et entre bridés, c'est pas la joie. Mais bon, après je veux pas trop m'étendre sur les différents fantômes parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses à dire, et qu'ensuite je ne veux pas vous spoiler. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas parlé de Faust quand j'ai présenté les personnages principaux, parce que je le trouve tellement cool que je n'ai pas envie de vous dévoiler ses mystères. Donc vous l'aurez compris, dans ce manga, il y a foultitude de personnages intéressants, mais pour certains ou certaines qui seraient attentifs, vous pourriez relever que je n'ai pas encore parlé d'un seul personnage féminin. Mais parce que c'est pour moi le troisième point important d'un shonen, je veux bien sûr parler de la qualité des personnages féminins. Et là, Shaman King, je dois dire que pour moi, il dépasse la plupart des grands noms du shonen, à savoir par exemple Naruto, Bleach, One Piece, Fairy Tail, tout ça et j'en passe. Franchement, ils peuvent aller se rhabiller. Ici, Hiroyuki Takei a réussi à créer un de mes personnages féminins préférés, Anna. Elle est le complet opposé des personnages féminins de shonen classiques. Elle est forte, elle se bat, elle sert à quelque chose dans les combats, elle ne va jamais s'avouer vaincue ou faible, et sa poitrine n'est jamais mise en avant. Et surtout, elle n'est pas niaise, dans le sens où elle ne cache pas ses sentiments envers le héros, et qu'elle est capable de dire sans fléchir, sans être gênée, qu'elle est amoureuse de Yo et qu'elle est sa fiancée. En relisant ce manga pour préparer cet épisode, je me suis rappelé que petite, mes passages préférés c'était quand il y avait Anna. Maintenant je comprends pourquoi. L'auteur propose une vision différente de celle de la petite fille mignonne sainte Nitou japonaise. Elle n'est pas une bonne femme de maison, elle déteste les tâches ménagères, et elle préfère forcer les autres à les faire à sa place.
Putain, je l'adore. Bon après je suis quand même forcée de reconnaître que dans ce manga, même si les personnages féminins sont toujours de bonne qualité, il y en a peu. Et même dans l'équipe principale ou dans les esprits. Et je vois pas pourquoi par exemple Faust, Ororo ou Chocolove n'auraient pas pu être des filles. Même Ren, ça aurait été intéressant de le voir en fille pour qu'un héros de shonen ait enfin un pire ennemi / ami femme. Et en plus, dans ce manga, ils se battent avec des esprits, donc je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas pu mettre des filles, car l'argument de Jean-Michel Beauve du « Oui, mais tu comprends, c'est des filles, du coup elles sont plus faibles, lolilol ». S'il vous plaît, restez dans vos stéréotypes, ça nous stresse quand vous en sortez. Force est de constater qu'ici, cet argument ne marche pas. Enfin bon, on ne peut pas tout avoir. Anna n'est pas un love interest et c'est déjà un grand progrès. C'est d'ailleurs une de mes romances préférées dans un shonen, parce que leur histoire est vraiment bien détaillée, et puis elle est genre ultra méga triste. Enfin bon, voilà, je pourrais vous parler d'Anna pendant des heures, donc il va falloir quand même que je passe au point suivant, qui est la qualité du méchant. Dans Shaman King, le grand méchant se nomme Ao. Il possède un des plus puissants esprits et des boucles d'oreilles. Et malgré son look très hippie zen, il impose vraiment la terreur et le respect. D'ailleurs, ce que j'aime bien dès le début, c'est qu'on sait que ça va être lui que Yo va devoir affronter à la fin. Et c'est encore un point sur lequel Shaman King se démarque des autres shonen classiques. Dans cette série, il y a un grand méchant, point barre. Et on le sait dès le début. Et les combats ne s'éternisent jamais, ils font maximum 1 ou 2 tomes. Alors, pour l'instant, si tu as été attentif à tout ce que j'ai pu te raconter depuis le début, tu auras remarqué que je n'ai absolument pas parlé de la longueur de la série. Et la raison est simple, ça n'aurait pas été vraiment très vendeur de te dire que la série a été publiée de 1998 à 2004 dans le Weekly Shonen Jump et que par manque de succès auprès des fans japonais, celle-ci a dû s'arrêter. En effet, le manga a été publié en même temps que certaines grosses machines de guerre, à savoir One Piece, Naruto et Bleach. Et face à ce trio gagnant, Hiroyuki Takei n'a pas réussi à résister. Shaman King s'est donc stoppé alors que la série n'était plus qu'à quelques chapitres du combat final Yo versus Ao, laissant donc une série de 32 volumes inachevés. Enfin, techniquement, à la fin du manga, il y a un chapitre final du genre « 10 ans plus tard, on voit ce que sont devenus les héros », mais moi personnellement, j'appelle pas ça une fin. D'ailleurs, les fans déçus ont lancé des pétitions sur le net, mais celles-ci n'eurent aucun impact. Ce n'est qu'en 2007, soit 3 ans plus tard, à la Japan Expo, oui madame, sur notre bon sol français, que l'auteur annonce qu'une fin à Shaman King sera publiée. Et 4 mois plus tard, une réédition commence et elle porte le doux nom de Shaman King Kang Zen Bang. Celle-ci est constituée de 27 volumes, où ils ont fait en sorte de condenser les 32 en 27, ne me demandez pas pourquoi, et possède 2 chapitres ajoutés vers la fin et un volume complet supplémentaire. Mais cette réédition n'est pas disponible en France. Youpi! Il va donc falloir les lire en anglais ou en français, si vous trouvez des gentils petits mignons qui ont réussi à les traduire. Sachez qu'après la réédition, l'auteur a aussi publié Shaman King Zero, qui est une série qui compte actuellement 2 tomes et qui raconte des anecdotes sur nos héros avant que l'histoire de Shaman King ne prenne place. C'est vraiment cool, je vous conseille de les lire si jamais vous êtes fan de la série. Par contre, je ne vous conseille pas de lire Shaman King Flower, qui est sorti après et qui se base sur ce qui se passe dans le manga 13 ans plus tard, après justement la fin de Shaman King. On va suivre la vie d'Anna, le fils de Yo et d'Anna. Alors oui, je sais que normalement il y a une subtilité entre Hanna et Anna, mais j'arrive pas à faire la prononciation correcte. Bon bref, j'ai pas du tout accroché au concept, je dois l'avouer, donc je ne vous conseille pas de lire ce manga. Après vous pouvez toujours tenter pour vous faire votre propre avis, mais bon, je vous préviens tout de suite, c'est pas folichon. Mais du coup d'apprendre qu'il y a une réédition qu'en plus, Hiroyuki Takei a sorti finalement 2 mangas après Shaman King qui traitent du même univers, ça montre bien qu'il ne s'est jamais détaché réellement de Shaman King. Et ça montre à quel point ça lui tenait à cœur et comment ça a dû être un déchirement de voir sa série se stopper en pleine parution à quelques chapitres de la fin. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai voulu parler dans ce premier épisode de cet auteur, en me focalisant en grande partie sur Shaman King, parce que pour moi c'est un manga qui mérite bien plus d'être reconnu que ce qu'il n'est à l'heure actuelle. En tout cas, j'espère que cette chronique vous a plu et que cette espèce de reboosting de ma chronique vous plaît aussi, et qu'elle vous aura donné envie de lire ce manga, parce que j'avoue que c'est mon objectif quand même. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous invite à partager cette vidéo un peu partout où vous voulez, même dans vos chiottes si vous le sentez. Je vous fais des gros bisous, à la prochaine.